Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire participatif qui s'inscrit dans le cadre du débat public La mer en débat, lui-même organisé par la Commission nationale du débat public, la CNDP. Le titre de ce webinaire participatif est le suivant: Environnement marin, dans quel état écologique est la mer? Quelle protection actuelle et future? Avant de passer la main à Florent Augagneur, vice-président de la CNDP, et à Karine Bess, membre de la commission particulière du débat public, une brève introduction technique, puisque nous sommes toutes et tous en direct sur Zoom, et donc je vais vous partager quelques petits éléments, petites recommandations. Vos micros sont désactivés par défaut, vous pourrez les rétablir lors des temps d'échange en cliquant sur Réactiver le son en bas à gauche de votre fenêtre. Et pendant que chacun des intervenantes et des intervenants s'exprime, vous pouvez utiliser le chat textuel via le bouton chat ou le bouton discussion en bas de votre fenêtre Zoom. Pour s'exprimer sur Zoom, une bonne pratique, c'est d'indiquer que vous souhaitez prendre la parole et pour ce faire, comme dans une salle en présentiel, vous pouvez lever la main. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton réaction et puis sur lever la main. N'hésitez pas voilà, à tester la fonctionnalité si vous le souhaitez. Ça nous permettra de savoir que vous souhaitez prendre la parole et à moi de vous la passer tout simplement. On vous invite, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, à vous renommer par votre prénom, votre nom et éventuellement votre organisme. Voilà, pour ce faire, vous pouvez suivre les indications indiquées sur la slide que je vous projette. La rencontre est enregistrée, la vidéo elle sera mise en ligne a posteriori sur le site du débat public. Et enfin, en cas de difficulté technique, n'hésitez pas à nous écrire par email. L'adresse s'affiche sous vos yeux ou dans le chat textuel Zoom. Les objectifs de ce webinaire participatif, je vous l'ai dit en quelques mots avant que Karine Bess approfondisse un tout petit peu. De manière générale, ces webinaires participatifs ont été pensés pour approfondir une thématique spécifique de ce débat public, en prenant connaissance du regard de différents intervenants et acteurs sur le sujet, et en vous permettant de vous exprimer à l'oral et à l'écrit, à la fois en plénière et dans des ateliers participatifs en sous-groupe. Les règles du jeu sur Zoom sont assez similaires finalement aux règles du jeu dans une salle de réunion publique classique. L'écoute et l'accueil respectueux de la parole à l'égard des intervenants, de l'équipe d'animation, des participantes et des participants, y compris dans le chat textuel. Je vous rappelle que l'objectif ce soir, c'est pas de se mettre d'accord, mais c'est plutôt de comprendre les logiques argumentaires de chacun et de chacune et de poser des questions qui mériteraient réponse et information. On est là donc pour recueillir vos questions, vos avis et vos recommandations sur la thématique du jour, mais ce n'est pas la seule modalité du débat public, et donc on vous invite à aller voir les autres modalités du débat public, et notamment à utiliser la plateforme participative du débat. Pour vous exprimer, on vous demandera une certaine forme de concision et de respect des temps de parole. Voilà, environ 2 minutes pour toutes les interventions en plénière et puis une circulation équilibrée de la parole lors des temps d'échange en sous-groupe. Et enfin, la dernière petite règle du jeu, c'est la transparence et la traçabilité des échanges. Donc, on l'a dit plusieurs fois, mais la réunion est enregistrée. Et puis, pour les temps d'échange en sous-groupe, vous aurez accès à la matière a posteriori. Le déroulé de ce webinaire, pour et celles qui étaient là il y a 2 semaines lors du précédent, le déroulé est assez similaire avec une séquence de prise de parole introductive par des intervenantes et des intervenants, puis un temps d'échange autour de 3 thématiques en sous-groupe que vous pourrez choisir. Un sondage Zoom apparaîtra sur votre écran et vous pourrez choisir entre ces 3 thématiques qui s'affichent: état de la mer, état des connaissances, comment protéger la mer et les océans, et enfin identifier les zones de protection de la biodiversité. On se retrouvera ensuite lors d'un temps de restitution collective et nous finirons par un temps d'échange libre en plénière pour y compris aborder d'autres sous-thématiques finalement liées à l'environnement marin que nous n'aurions pas pu aborder au sein des sous-groupes avant de se séparer normalement aux alentours de 20h30. Avant que je passe la parole à Monsieur Augagneur, un rapide sondage Zoom pour savoir finalement qui est présent parmi nous ce soir. On va vous poser 2 questions, à la fois où est-ce que vous habitez et puis à quel titre vous participez à ce webinaire participatif. Vous voyez le sondage Zoom apparaître à votre écran, donc allez-y, vous pouvez cliquer pour répondre à celui-ci. Voilà, est-ce que vous habitez dans le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée, ou même, et ça serait totalement compréhensible, dans un autre département ou une autre région? Et puis, est-ce que vous participez en tant que simple citoyen, membre d'une association, élu, représentant d'un élu, membre d'une CMF, pêcheur, acteur du tourisme, acteur industriel, représentant de l'État ou autre?
Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage. L'idée, c'est pas de faire une analyse détaillée de celui-ci. Nous, on prend une capture d'écran de ce sondage et comme ça nous permet a posteriori d'avoir un peu un regard, un retour aussi d'expérience sur cette modalité de webinaire en ligne, savoir si c'est efficace pour toucher des personnes de différents territoires. Et on voit par exemple là notamment que le Finistère est très bien représenté, mais qu'à contrario, personne des Côtes-d'Armor n'est connecté ce soir parmi nous. On espère que des personnes des Côtes d'Armor peut-être nous rejoindront en cours de route. Et puis, à noter quand même 21% d'entre vous qui êtes d'autres départements ou d'autres régions que notre façade maritime NAMO, Nord-Atlantique, Manche-Ouest. Donc on vous remercie d'être là. Et enfin, sur le titre auquel vous participez, eh bien, c'est là aussi un peu, c'est assez diversifié, avec beaucoup d'entre vous qui êtes là en tant que citoyens, d'autres pour un tiers en tant que membre d'une association, évidemment des représentants de l'État au titre de la maîtrise d'ouvrage. À noter qu'aucun pêcheur est parmi nous. J'avais vu Monsieur Cantel tout à l'heure, donc je le salue et peut-être qu'il n'a pas pu répondre à ce sondage. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce sondage. Je vais donner la parole tout de suite à Florent Augagneur, président du débat public sur la planification maritime et l'éolien en mer et vice-président de la Commission nationale du débat public, pour nous présenter du coup la CNDP et puis ce débat public. Je vous en prie, Florent. Oui, merci beaucoup pour cette introduction, hein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui devrait être le dernier événement de l'année et qui ponctue ou qui arrive au terme d'une escale à Brest de plusieurs jours où il s'est passé de nombreuses choses sur lesquelles on reviendra. Alors en quelques mots, et je pense qu'on va faire ça à deux voix avec Karine Bess, hein, déléguée de région qui est avec nous ce soir. En quelques mots, ouais, en étant concis le plus possible. Donc, qu'est-ce que la Commission nationale du débat public euh, pour le préciser en introduction, une autorité indépendante dont la mission est très simple, défendre un droit qui est reconnu à toutes et tous de manière inconditionnelle, donc à tout le monde, qui est le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Toute personne a le droit de participer aux décisions qui impactent l'environnement et la France a la chance d'avoir une institution, une autorité indépendante qui veille au respect de ce droit. C'est pour cela que l'on organise des débats publics, c'est pour permettre l'exercice, l'usage de ce droit reconnu à toutes et tous. Donc, par définition, un débat public arrive en amont d'une décision sur lesquelles on reviendra brièvement. Notre rôle à nous, quatre axes, très simples. Transparence de l'information. Alors, transparence, pas que la transparence, bien évidemment, accessibilité, complétude. Mon travail, ce qu'on appelle le gathering, c'est-à-dire faire l'état des lieux de la connaissance, ensuite la traduction de la connaissance en langage accessible pour les différents publics et la diffusion de la connaissance, c'est tout un axe important de notre travail et c'est pourquoi le droit à la participation est toujours adossé dans tous les textes au droit à l'information, puisque pour participer à l'élaboration d'une décision, il faut accéder à l'ensemble de ces informations. Ensuite, il y a la question de l'organisation des échanges. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons depuis la fin du mois de novembre et que nous ferons jusqu'au 26 avril. Organisation des échanges entre les publics et les acteurs, entre les publics et les scientifiques, mais aussi entre les publics et le décideur. Nous restituerons la parole du public, c'est-à-dire que c'est nous, indépendamment du décideur, qui dirons voilà les enseignements du débat, voilà les conclusions du débat, voilà ce qu'ont dit les différents publics, voilà l'ensemble des arguments, des observations et des propositions qui ont été formulées. Donc, bien évidemment, nous ferons ça à l'issue du débat, hein. Le compte-rendu sera publié le 26 juin, 2 mois après la fin du débat public. Et ensuite, nous veillons à la reddition des comptes, c'est-à-dire à la prise en considération de la parole du public dans la décision. Et la CNDP émettra un avis sur cette prise en considération. En quelques mots, le débat public sur la mer en débat, donc c'est le premier débat public de planification maritime, hein, jusqu'à la loi accélération de mars 2023. Les débats publics sur l'éolien en mer avaient lieu sur des projets de parcs éoliens en mer. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous puisque ça répond à 15 ans d'enseignement de débat public sur des projets de parcs éoliens en mer, de pouvoir faire des débats publics de planification maritime générale. Ça permet au public de débattre d'un objectif
spatiale et temporelle. En revanche, il ne devrait plus y avoir de débat public projet de parc par projet de parc comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc c'est un changement de perspective, de débat public sur des projets de parcs éoliens en mer. Désormais, ce sont des débats publics d'aménagement de cet espace, enfin de l'espace maritime dans son ensemble. Le débat public, je l'ai déjà dit, aura lieu jusqu'au 26 avril 2024 et les décisions qui seront prises à l'issue des débats publics, qui sont des décisions de planification maritime, vont concerner la protection de l'environnement marin, la préservation des écosystèmes, la protection de la biodiversité, la cohabitation des usages, le partage de l'espace maritime. Alors le partage de l'espace maritime avec les habitants de cet espace, qui sont les écosystèmes marins et les animaux marins, mais aussi entre usages humains, entre activités humaines. Et enfin, dernier point, les conditions de développement de l'éolien en mer, des alternatives à l'éolien en mer, que sont les énergies marines. Donc, ce sont les trois axes du débat qui s'incarnent donc dans les documents stratégiques de façade, qui sont des documents de planification maritime. Très rapidement, donc ce débat est un débat national, effectivement, qui a lieu sur tout le territoire, compte tenu que tout le monde est concerné par l'avenir de la mer, tout le monde est responsable de son état environnemental et tout le monde a un lien avec la mer. Mais c'est un débat qui se déroule quand même principalement tout le long du littoral. D'ailleurs, nous prévoyons donc jusqu'au 26 avril plusieurs dizaines, près de 200 événements tout le long du littoral de Dunkerque à Ajaccio. Et alors, sur le slide d'après, les quatre grands thèmes du débat, alors j'ai déjà eu un peu l'occasion d'en parler, hein. Trois grands axes, protection de l'environnement, activité humaine et énergie marine. Mais lorsque nous essayons de définir l'ensemble des sujets qui peuvent être traités dans ce débat, soulevés dans ce débat et faire question dans ce débat, nous avons identifié quatre grands thèmes en réalité, le premier étant le rapport terre-mer, les relations que les publics entretiennent avec la mer. Le deuxième thème, tout ce qui concerne l'environnement. Le troisième thème, l'éolien en mer et le développement des énergies marines. Le quatrième thème, les activités maritimes et littorales. Et le cinquième thème, qui est un thème qui prend de l'importance, puisqu'on voit que c'est un thème qui se développe dans les différentes escales qu'on a eues jusqu'à maintenant, qui est la question de la gouvernance, en tout cas qu'on appelle gouvernance, et la question de l'association du public à cette gouvernance. Ce qui est quand même particulièrement intéressant dans ce débat, c'est de ne pas traiter ces thèmes en silo, mais de voir l'interaction et de débattre de l'interaction entre ces sujets, et évidemment entre, par exemple, l'environnement et les énergies marines, comment les énergies marines peuvent impacter aussi la biodiversité, mais aussi entre l'environnement et les activités humaines. Par exemple, pourra-t-on continuer à avoir des activités humaines dans les zones protégées, et à l'inverse, et également entre les activités humaines et les zones de développement de l'éolien en mer. Les modalités du débat, en quelques mots, euh, quatre axes. Alors, il faut partir du bas, il faut lire ce par contre à partir du bas. Donc, de novembre à avril, quatre lignes sur les modalités du débat. Donc, nous avons beaucoup développé le débat en ligne pour ce débat public, compte tenu du fait que tout le monde est concerné par l'avenir de la mer et que nous avons souhaité toucher l'ensemble des publics. Donc, de nombreux événements en ligne. Comme celui-ci, il y en a beaucoup d'autres, des événements aussi nationaux. Et nous avons particulièrement aussi développé des outils en ligne, dont un outil qui s'appelle La mer en débat. Faites l'expérience, que je vous invite à aller voir, qui permet d'entrer dans le débat facilement, d'accéder à de l'information et de se positionner par rapport à ce qui est déjà dit dans le débat et d'apporter des arguments. C'est un outil qui a vocation à permettre à des publics de non-initiés d'entrer dans le débat et qui a un certain succès puisque il y a déjà 50 000 sessions qui ont eu lieu en un mois de débat, ce qui est particulièrement intéressant pour nous et montre que cet outil a du succès et on vous encourage à aller le visiter et même à nous faire des retours. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le littoral que nous serons présents en présentiel et des dizaines d'événements ont lieu sur chaque façade maritime et souvent en même temps. La semaine dernière, nous avions eu en même temps des événements à Bastia, à Ouistreham, à Marseille. Et là, nous sortons de quelques jours d'événements sur la façade Namo à Brest. Et la semaine dernière, nous étions à Saint-Nazaire.
Un grand événement national qui aura lieu le 16 mars de mémoire, qui s'appelle la mer en 3D, qui va réunir sur une seule journée, le 16 mars, des publics sur les quatre façades maritimes et hors façade maritime pour approfondir des principes d'aménagement de la mer et de débattre des propositions. Et j'invite toutes celles et ceux qui veulent approfondir les sujets d'aujourd'hui ou les sujets dans les autres modalités à s'inscrire à la mer en 3D. C'est sur une seule journée, ça ne demande qu'une seule journée. Et c'est un événement sur lequel nous misons beaucoup et qui est inspiré d'une méthode qui a été utilisée par la CNDP lors de la COP 21. C'est pour ça que ça s'appelle la mer en 3D. C'est pas uniquement parce que la mer est un espace en 3D, c'est parce que cette méthode qui avait été utilisée pendant la COP 21 s'appelait comme ça. Et enfin, tout ce qui concerne les cartes, un grand sujet du débat, un atlas est à disposition sur le site du débat, qui va être alimenté et nourri par les cartes que produit l'État, mais aussi par les cartes que produisent toutes et tous dans ce débat, notamment les acteurs de la communauté maritime. Peut-être que pour ne pas mobiliser la parole, je peux passer la parole à Karine Karine, Bess, qui est déléguée régionale de la si elle CNDP. accepte de poursuivre cette présentation avec moi. Alors, tu veux que je poursuive sur la Bretagne, hein, c'est ça? Oui, si tu veux bien, Oui, Karine. alors voilà, assez rapidement, justement, pour passer assez vite aux travaux de ce soir. Donc, sur le parcours Bretagne-Pays de la Loire, on a donc ces 6 rencontres publiques que nous faisons en présentiel, comme le rappelait Florent, des ateliers en ligne, dont celui de ce soir, hein. Et puis, on va aussi au plus proche des citoyens, citoyennes, des habitants des territoires, des associations et autres, hein, et des entreprises, en faisant des débats mobiles, en faisant des ateliers fresques aussi avec un certain nombre d'acteurs, dont les conseils de développement qui sont très précieux. Et puis, voilà, on fait aussi des travaux avec les universitaires qu'on rendra au débat prochainement, des interventions auprès des scolaires aussi, avec cette idée vraiment d'aller vers la jeunesse qui est quand même principalement aussi concernée sur l'avenir de la mer. Et puis également la participation des publics éloignés, puisqu'il ne faut pas oublier que la CNDP voilà, est là pour rendre vivant ce droit à tout le monde d'accéder à l'information et à participer euh, au- à tous les projets qui se mènent et qui impactent l'environnement. Alors le parcours, voilà, comme vous voyez les prochaines dates, hein, donc chaque fois on est à peu près sur une semaine sur une escale et donc il se passe toutes les choses que je vous ai citées précédemment. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir plus précisément tout ce que l'on fait. Et donc, les objectifs de ce webinaire, alors plus particulièrement, hein, comme le rappelait Florent et comme le rappelait aussi Nicolas, c'est vraiment l'idée pour nous d'approfondir un sujet parmi tous les sujets qu'on a rappelés auparavant. Et celui de ce soir ben, n'est pas le moindre. C'est même, nous semble-t-il, hein, un des sujets majeurs de ce débat public. Et donc, nous abordons cette question de l'environnement marin dans chacune des rencontres publiques que nous organisons à chaque escale. Mais l'histoire, voilà, c'est vraiment d'aller plus loin ce soir. Et notre rôle, c'est notre rôle CNDP de permettre de prendre un peu de hauteur. C'est ce qu'on a voulu faire ce soir pour nous aider à comprendre les enjeux derrière les questions très précises qui peuvent être posées parfois, notamment dans les documents stratégiques de façade, hein, et notamment par la maîtrise d'ouvrage là, notamment sur le développement des zones de protection forte de la biodiversité, hein. Donc, c'est ça, in fine, aussi qu'il va falloir déterminer dans les documents stratégiques de façade. Mais ce soir, voilà, on voulait prendre de la hauteur par rapport à cette question-là. Je rappelle que ces séminaires s'adressent vraiment à tous et sont ouverts à tous. Et avant tout au public qui n'est pas forcément proche de ces questions. Et bien sûr aux acteurs qui travaillent quotidiennement sur la mer, sur ces questions et qui sont plus ou moins et de plus en plus spécialistes pour certains. Et donc, je rappelle que toutes les questions et avis sont les bienvenus. Hein, vraiment, on est vraiment là pour répondre à tous et que tout le monde puisse s'exprimer, chacun de sa fenêtre. Et je remercie par avance chacun des intervenants, des spécialistes, toutes les prises de parole, voilà, de faire bien attention que ce soit accessible à tous et compréhensible, de développer des acronymes, etc. Voilà. Donc, comme je disais, cette question, elle nous semble centrale. L'atteinte du bon état écologique du milieu marin est une priorité affichée par les politiques publiques maritimes.
Et puis, au-delà, de fait, c'est la condition préalable de l'habitabilité de notre planète, que cela soit pour nous ou l'ensemble des autres espèces avec qui nous devons cohabiter. Donc, c'est la condition préalable et la continuation aussi de la continuation des activités humaines en mer qui sont assez nombreuses, hein, comme on a pu le constater au fur et à mesure des événements qu'on a fait ensemble avec le public. Donc, elle est donc au cœur de ce débat public. Donc, on s'est posé pour ce séminaire, pour cet atelier de ce soir, on s'est posé des questions très simples dans une logique un peu d'entonnoir, assez classique finalement. C'est tout d'abord, quel est l'état de la mer? Quel est l'état, comment elle va la mer aujourd'hui, je pourrais dire, et quelles sont les problématiques en termes de biodiversité, de l'état de l'eau, de la qualité de l'eau, et qu'est-ce que ça veut dire le bon état écologique de la mer? C'est vrai que voilà, on va nous expliquer un petit peu comment on fait pour le mesurer aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire. Quels sont les endroits où cet état est le plus critique et aussi pourquoi cet état, pourquoi on en est là aujourd'hui, notamment ben, bien sûr l'impact des activités humaines en mer, à terre, hein, et quel lien aussi on peut faire avec le changement climatique dans l'état actuel et dans l'état futur. Hein, voilà. Ça, c'est un point vraiment de cet état des lieux qui nous semblait important d'aborder. Donc, on va peut-être pas avoir le temps de tout aborder. Et puis la question, c'est est-ce qu'on est d'accord sur ces états aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des consensus sur, est-ce qu'on peut faire ce constat général ensemble de cet état de la mer? Et puis aussi, est-ce qu'on a un état des connaissances suffisant sur la mer aujourd'hui? Quel niveau de connaissances on a? Puisqu'il y a quand même pas mal de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on commence à connaître, qu'on commence à comprendre sur comment ça fonctionne en mer et quels sont aussi l'état de bien-être aussi des espèces en mer, etc. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire un petit peu ce point. Est-ce que l'état des connaissances sur la mer aujourd'hui sont suffisants pour nous donner un regard et pour pouvoir prendre des décisions et les bonnes décisions pour demain? Et comment on peut décider aussi en milieu incertain où on n'a pas toutes les informations exactes et exhaustives sur l'état de la mer. Donc, voilà ce premier point qu'on voulait aborder. Donc, il y aura un atelier spécifique sur ce sujet-là derrière pour en discuter plus précisément, au-delà des intervenants que je remercie. Le deuxième point, c'est vraiment la question de la protection. Quel est le système aujourd'hui de protection de la mer et des océans en France? Donc, on a voulu comprendre un peu de manière globale hein, quelles sont les logiques qui président à ce système de protection et également ce système de protection qui inclut aussi un certain nombre d'activités, la poursuite d'un certain nombre d'activités et comment on articule la protection et le maintien et peut-être aussi parfois le développement des activités et quelles sont les logiques aujourd'hui vraiment de protection au niveau national. Voilà ce qu'on voulait aussi aborder de manière un peu plus assez globale. Il y a aussi ces questions-là hein, qui se font jour dans la société sur la relation entre l'homme et la nature. Et on parle souvent aussi de donner un droit à la nature. Donc ça, c'est des questions et c'est des outils. Par exemple, c'est un outil innovant qui est utilisé dans certains pays, qui commence à être utilisé en France. Et donc voilà, on a voulu se poser ces questions-là à un niveau vraiment global, avec pour savoir quels grands principes, quelles logiques et quels outils un peu général, avant dans le troisième atelier que nous vous proposons, dans la troisième séquence, d'abord en plénière que nous vous proposons, et le troisième atelier, donc de zoomer vraiment sur les zones de protection de la biodiversité que sont les aires marines protégées, et donc qui vont aussi, à partir desquelles vont se développent les zones de protection fortes. Et donc ça, on va expliquer un petit peu ce que c'est, on va rentrer dans le détail. Et l'idée, c'est de voir, puisqu'il faut les élargir, de bien aussi comprendre est-ce que c'est un outil de protection efficace, comment, avec qui il faut les déployer, et puis voir un petit peu où faut-il les déployer, quelles sont les zones propices, dans quel type d'espace il faut les déployer. Et c'est vrai qu'on insistera assez, je pense, sur l'entrée de la gouvernance. C'est qui les développe, comment et avec quel partenariat on peut développer ces zones-là. Et ça nous semble assez intéressant, d'autant plus qu'on a fait la visite mardi dernier au parc marin d'Iroise, qui est un peu une exception en France hein, et qui est un exemple vraiment intéressant sur notre territoire. Je pense qu'on en parlera davantage, je n'en dis pas plus à ce stade-là. Peut-être un dernier point sur ces aires marines protégées, avec l'entrée un peu évaluation et contrôle, hein, et même au-delà, effectivement, au-delà de ces aires marines protégées, quel contrôle et quel renforcement
de ce respect, de cette protection de la biodiversité. Également, c'est des questions aussi qui peuvent être intéressantes à traiter et en tout cas que nous, on a déjà relevé dans les divers débats qu'on a eus jusqu'à présent. Voilà, donc je vous souhaite un bon atelier, de bons travaux ce soir et donc à très vite à la fin pour les mots de conclusion. Karine, Florent, merci beaucoup pour cette introduction. On passe tout de suite aux prises de parole introductives. Vous allez voir, 5 intervenants vont se succéder avec chacun 5 minutes. Voilà, ces interventions, elles ont pour but de vous aider à vous forger un point de vue avant de partir en atelier pour en débattre. Donc les 3 temps ont été rappelés, je ne vais pas revenir dessus par Karine, et je vais tout de suite donner la parole à Anne Souquier, qui est chef d'équipe milieu marin dans l'unité patrimoine naturel. Cette unité est elle-même, Anne, vous me direz si je me trompe, rattachée à l'Office français de la biodiversité, au Muséum national d'histoire naturelle, et je crois même au CNRS et à l'IRD. Je vous laisse la parole, Anne. Merci beaucoup de vous être libérée pour être avec nous ce soir. Oui, merci beaucoup. Du coup, mon challenge, ça va être de vous parler de l'état écologique de la mer en 5 minutes. Donc, c'est assez ambitieux, même si on ne parle que de la façade d'Amo. Diapo suivante. Alors, pourquoi c'est ambitieux? Parce que déjà, évaluer l'état des milieux marins, c'est un réel challenge. Pourquoi? Parce que pour évaluer cet état, il faut avoir des protocoles d'acquisition qui soient robustes, il faut avoir suffisamment de données, que ce soit à l'échelle de l'ensemble de la ZE de la façade, donc que ce soit suffisamment représentatif. Et il faut aussi avoir une profondeur temporelle pour pouvoir interpréter les fluctuations qu'on va observer dans ces données. Il faut disposer de méthodes pour analyser ces données, donc des indicateurs, et une fois qu'on a défini ces indicateurs, il nous reste encore à proposer des seuils qui nous permettront de définir si ce que l'on observe peut être interprété comme un bon état ou comme un mauvais état. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même assez compliqué, surtout que toute observation en milieu marin, notamment quand on va partir au large, va être assez difficile puisque c'est un milieu qui est hostile et assez cher puisque les temps bateaux sont quand même assez prohibitifs. Diapo suivante. Alors, malgré tout, on a quand même beaucoup travaillé depuis le début des évaluations sur le milieu marin. On a différentes sources qui existent aujourd'hui, donc soit à l'échelle de l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est, donc pour la Convention Oslo-Paris, qui a mis en place un Quality Status Report qui date de 2023. C'est assez récent, c'est assez intéressant. Je vous encourage à vous y référer. On a des choses plus anciennes à l'échelle de l'ensemble de la ZEE française sur Atlantique, Manche, Mer du Nord dans le cadre des directives Habitat, Faune, Flore et Oiseaux que vous trouverez sur le site de l'INPN. À l'échelle de la façade, nous avons la chance d'avoir l'évaluation qui a été produite dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, qui date de 2023, donc c'est un petit peu le meilleur état de la connaissance aujourd'hui. Et enfin, on a des échelles un petit peu inférieures, par exemple les masses d'eau côtière, pour lesquelles vous trouverez les évaluations relatives à la directive cadre sur l'eau, sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, par exemple. Et on a encore à des échelles encore plus fines, des évaluations qui sont faites par les gestionnaires d'aires marines protégées sur les zones dont ils ont la responsabilité, notamment les parcs naturels marins. Suivant, merci. Alors, en synthèse, c'est très difficile, mais voilà, si vous avez lu les documents qui sont mis à votre disposition sur le site du débat public, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de paramètres, d'indicateurs pour lesquels on n'a pas réussi à trancher sur l'atteinte ou non du bon état. On est en état inconnu. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Ça veut dire, comme je vous l'expliquais au début, qu'on a des données, mais qu'on a du mal à les interpréter par rapport à ce qui pourrait ou pas être un bon état du milieu marin. Je vais concentrer mon intervention plutôt sur les aspects écologiques. Alors, sur les aspects écologiques, en premier lieu, les habitats. C'est le support de vie donc de toute la biologie en mer. Donc, on a quand même des bonnes nouvelles. Il y a un certain nombre d'habitats qui ont été évalués comme en bon état, notamment les herbiers, un certain nombre de macroalgues, par exemple les laminaires sur les milieux rocheux, etc. Néanmoins, on a quand même des alertes puisque un grand nombre, une grande majorité des habitats sont quand même soumis à un risque fort d'effets néfastes en raison de nombreuses pressions qui s'accumulent sur les fonds des mers. Pour ce qui concerne les habitats pélagiques, donc tout ce qui est dans la colonne d'eau, on n'a pas réussi à avoir une évaluation de l'état écologique. Néanmoins, on a des indicateurs qui sont plutôt pessimistes, notamment parce qu'on observe une baisse d'abondance pour le phytoplancton et de biomasse également pour le zooplancton. Alors,
Pour la mégafaune, enfin, pour conclure, sachant que la mégafaune est très intéressante puisque ce sont plutôt des espèces indicatrices, elles vivent très longtemps et elles sont soumises à de nombreuses pressions, elles sont vulnérables à de nombreuses pressions, donc elles cumulent un petit peu toutes ces pressions et elles nous permettent d'avoir une idée de l'état général du milieu. Là encore, c'est contrasté, hein. On a des bonnes nouvelles, un certain nombre d'espèces qui sont en bon état, certaines espèces d'oiseaux, les phoques, les baleines, des espèces qui sont en mauvais état, notamment les dauphins, les marsouins communs, une majorité d'espèces de poissons qui ont été évaluées et un certain nombre de groupes d'oiseaux marins aussi qui ont été évalués en mauvais état. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on a, comme vous le voyez dans ces petits camemberts, des visions assez contrastées. Néanmoins, il reste beaucoup d'espèces, d'habitats et de pressions qui sont en mauvais état et donc on a encore une marge de progrès pour pouvoir atteindre le bon état écologique du milieu marin à l'échelle de la façade. Merci. Merci beaucoup, Madame Souquier, puisque vous avez tenu en moins de 5 minutes même. Donc, merci pour ce défi, merci pour le temps de préparation que vous avez consacré. Et évidemment, tout ne s'arrête pas là. Donc, s'il y a plus d'informations pour voilà, nos participants à aller chercher, merci d'avoir mis d'ailleurs tous ces liens qui vous permettent d'accéder à ces informations. Je vais donner la parole à Inka Mathieu pour une prochaine intervention. Donc, vous pouvez allumer votre micro et votre caméra. Vous êtes adjointe au chef de bureau de la politique des écosystèmes marins à la direction de l'eau et de la biodiversité, elle-même, je crois, rattachée au ministère de la Transition écologique. Et on vous pose la question, quel système de protection en France? Quels outils pour quelle stratégie? Et je vous laisse à votre tour 5 minutes. Merci beaucoup. J'essaierai de faire très court. Je vais vous présenter d'abord les aires marines protégées et les différentes modalités de celles-ci, et ensuite je ferai un point très rapide sur la protection forte. Sur la slide suivante, vous pouvez voir les océans, vous le savez, sont un puits de carbone, producteur d'oxygène, une ressource alimentaire et paysagère, et confrontés, ça je ne vous apprends rien, à la double crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et ça, c'est dû à de nombreuses pressions anthropiques, notamment la pollution des eaux marines, vous l'avez sur la slide suivante. La pollution des eaux, la destruction des habitats, les différentes activités en mer, les activités d'exploitation des ressources. Tout cela, face à ce constat de pression exercée par les activités humaines et de perte de biodiversité, notamment marine, on a exporté l'outil air protégé, qui est né à terre à la fin du 19e siècle aux États-Unis, vers le domaine marin. Donc sur la slide suivante, vous verrez que c'est quelque chose qui s'est fait d'abord sous l'angle du classement de sites paysagers. En France, on a le classement du site de Fontainebleau à terre dès 1861. Et en mer, on a Bréa et les Sept-Îles au début du XXe siècle. Et ensuite, ça s'est fait progressivement sous l'angle d'une réelle conservation de la nature. Dès les années 40 en Nouvelle-Calédonie et à partir des années 60 en métropole avec la création du parc national de Port-Cros. Donc, on est progressivement passé d'une logique de protection d'espaces emblématiques, paysagers, à une logique de protection d'écosystèmes connectés, évalués et gérés pour permettre le rétablissement d'un état de conservation favorable des espèces et des habitats qui le peuplent. Donc, en France, c'est encadré, on a une définition de l'aire protégée qui est encadrée par le Code de l'environnement et qui est définie comme un espace géographique défini, reconnu, consacré et géré pour assurer à long terme la conservation de la nature. Et donc, ce qui caractérise une aire marine protégée par rapport à d'autres types de zonage, c'est bien que son objectif premier doit être la conservation de la nature. On a dans l'article 334.1 du Code de l'environnement la liste des outils qui sont reconnus juridiquement comme des aires marines protégées. Donc, on a 11 catégories nationales et ensuite un certain nombre de catégories qui sont ou bien issues de traités internationaux ou de conventions régionales et des outils qui relèvent des codes de l'environnement des territoires d'outre-mer. Donc, on a au total 44 catégories d'outils qui sont reconnus comme des aires marines protégées au titre du droit français. Alors, pourquoi autant? On a différents outils qui permettent une adaptation fine au niveau de protection recherché.
puisqu'il peut varier en fonction des outils. Typiquement, la réserve naturelle nationale ou le cœur de parc national sont les outils les plus protecteurs en tant que tels. D'autres permettent différentes adaptations aux objectifs recherchés en termes de gestion ou de co-usage. On a aussi des types de gouvernance qui peuvent varier et qui permettent une adaptation aux modalités recherchées sur le plan local. Globalement, pour être très schématique, on oppose les outils qui sont dits réglementaires, comme les parcs nationaux ou les réserves nationales, dont la réglementation des activités est inscrite dans le texte même qui les crée, en général un décret. Et on oppose cette catégorie-là aux outils qu'on appelle contractuels, comme les parcs naturels marins, par exemple, qui n'emportent pas de réglementation spécifique des usages et des activités dans le texte qui les crée, mais qui peuvent, dans leur périmètre, voir s'appliquer différentes superpositions de réglementation locale en fonction des choix qui ont été faits par la gouvernance de l'aire protégée et qui reposent aussi sur des outils de concertation et des outils de contractualisation avec les usagers et les professionnels de la zone sous la forme de chartes, par exemple, ou de contrats. Qui permettent donc d'engager les acteurs socio-économiques locaux et les usagers dans des pratiques plus vertueuses correspondant aux objectifs de conservation du périmètre protégé. Donc, ce sont différents outils qui peuvent se superposer et se compléter dans leurs objectifs de conservation. Ces aires marines protégées, quel que soit l'outil recherché, elles reposent sur un gestionnaire qui s'occupe de la mise en œuvre d'un document de gestion qui va définir les objectifs de conservation des habitats et des espèces présents dans la zone et intégrer les différents enjeux de cohabitation dans le périmètre de l'aire marine protégée. Il peut y avoir donc des axes de développement durable ou de transition durable des activités de la zone. Ça s'appuie sur un mode de gouvernance qui va associer les usagers, les élus, les experts scientifiques et qui est basé sur la concertation. Donc c'est vraiment, l'aire marine protégée permet de fournir ce cadre de dialogue entre tous les usagers et les personnes, les acteurs du périmètre de l'aire protégée. Tout cela s'appuie sur des évaluations de l'état de conservation des espèces et des habitats qu'on y protège, avec un certain nombre de connaissances scientifiques qui sont recherchées et adoptées dans ce cadre-là, et des outils de surveillance et de contrôle de la réglementation qui est en place dans la zone via des moyens dédiés à l'aire marine protégée en question. Par exemple, les parcs naturels marins ont un certain pool de moyens dédiés ou via les moyens plus généraux de l'État à travers l'action de l'État en mer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, on a aujourd'hui 589 aires marines protégées au total, en métropole comme en outre-mer, ce qui représente 33,4% de nos eaux. Et donc, vous avez ici les différents outils, la répartition des différents outils. Numériquement, c'est le réseau Natura 2000 qui est le plus représenté. Et je me permets de vous rappeler qu'il vous reste 1 minute. J'ai terminé quasiment. Je vous ai mis la carte rapidement de la répartition. Donc très simplement aujourd'hui, on a dépassé l'objectif de la stratégie nationale des aires protégées qui visait à couvrir 30% du territoire en aires marines protégées. Quant à la protection forte, on a un objectif de 10% et on a atteint aujourd'hui 4,2%. Donc on a un effort important de développement de la protection forte qui est à faire et qui s'appuiera en particulier sur les discussions qui auront lieu en cours du débat public. Alors, sur les protections fortes elles-mêmes, très rapidement, vous savez, c'est la définition qu'il y a dans le décret qui est paru le 12 avril 2022, qui veut qu'une protection forte soit une zone dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont supprimées ou fortement limitées de manière pérenne. On a plusieurs modalités de reconnaissance qui sont disponibles dans le décret, donc je ne reviens pas en détail dessus. Simplement, l'identification des zones de protection forte relève de l'autorité localement du Prémar et leur validation à échelle nationale pour les outils enfin les zones qui sont reconnues après analyse au cas par cas est établie par le ministre chargé de l'environnement et celui chargé de la mer. Voilà, donc on a différents jalons pour atteindre l'objectif de 10% à 2030, dont différentes cibles qui ont été définies pour chaque façade et qui sont discutées, y compris aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.
Merci beaucoup, exercice pas facile, hein, évidemment, et on vous remercie de vous prêter au jeu. Je passe la parole sur la même question à Yves-Marie Paulet, qui est professeur de biologie et d'écologie marine à l'Université de Bretagne occidentale. Monsieur Paulet, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous passe le micro. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Donc, je vais moi me permettre d'entrer par des questionnements scientifiques, puisque c'est évidemment mon métier, mais pas uniquement scientifique des sciences de la nature. Je crois que je travaille beaucoup en interactivité avec les sciences humaines et les questions des communautés d'usagers. Donc, vous abordez directement par la quatrième diapo. Bah, écoutez, c'est bien. Donc, la question, c'est que celle des aires marines protégées et des zones de protection forte dont on a parlé doivent se traiter sur la base de connaissances qui sont encore bien limitées. Je pense que là, le scientifique doit faire, comment dire, preuve d'humilité. Je crois que ça a été dit tout à l'heure par Madame Souquier, mais on est très très loin de tout savoir dans la description et dans la compréhension du fonctionnement. Malgré tout, il faut avancer. Et quand on parle de créer des espaces de protection particuliers et renforcés, donc on a bien vu tout à l'heure que les aires marines protégées, c'était une obligation de gestion partagée d'espace. Les aires marines protégées ne mettent pas en place de restrictions particulières, elles harmonisent, on va dire. Et bien sûr, quand on passe aux zones de protection forte, on rentre dans le dur du sujet. Je crois qu'on est là à réfléchir à comment limiter les actions humaines. Donc, quand on aborde ce sujet-là, évidemment, on a une entrée, je dirais, espèce qui est assez classique, qui est bien comprise du grand public. C'est celle de la question patrimoniale de certaines espèces qui ont des statuts de protection, évidemment. Et on réfléchit à leur espace de tranquillité, de reproduction, etc. Mais évidemment, quand on est écologue, ce qui nous touche le plus, nous frappe le plus et nous questionne le plus, c'est le fonctionnement d'une biodiversité plus banale, je dirais, dans le sens où elle fait pas forcément de belles images, elle est avant tout fonctionnelle. Et on parle de structure, on parle de fonctionnalité, on parle d'espèces clés. Je vous ai mis en 4 photos qui illustrent bien justement les problématiques. C'est pas exclusif, bien sûr, mais les problématiques qu'on rencontre sur la zone NAMO, la question des herbiers, ce n'est pas les herbiers pour les herbiers, c'est les herbiers pour le cortège d'espèces et de jeunes stades d'espèces que les herbiers abritent. Ensuite, alors là, c'est plutôt des découvertes assez récentes, mais extrêmement importantes, les récifs, le système récifal des huîtres plates, qui est à reconstruire après des décennies de destruction par les engins de pêche. La troisième, c'est le merle qui est probablement le hotspot de la biodiversité marine de notre Atlantique, où des centaines d'espèces vivent dans cet espace 3D calcifié que constitue le merle, hein, une algue calcifiante, une algue rouge calcifiante. Et puis quatrième, parce que ce sont des questionnements que nous avons dans le cadre de la gestion du parc naturel marin d'Iroise, ce sont les nourriceries, et particulièrement les nourriceries de poissons plats, qui sont nombreuses sur le long des grandes plages de l'ouest breton. Donc, on peut aborder ça de différentes façons, et dans les différents cas, c'est compliqué. Bon, donc d'abord, évidemment, ce n'est pas une découverte, on est un monde à 3 dimensions, et on a tendance comment dire, à statuer d'espace vu verticalement en 2 dimensions. Et évidemment, c'est une déformation terrestre. Nous sommes des terrestres, hein, et on a beaucoup de mal à intégrer la masse d'eau qui se promène et où se passe beaucoup de choses et la masse d'eau qui est là un jour, qui n'est pas là le jour suivant. La masse d'eau, en plus, elle a quelque chose de tout à fait important, c'est qu'elle est bien différente de l'air. C'est un fluide visqueux, dense, qui transporte tout, qui transporte les formes vivantes, qui transporte les polluants, qui transporte l'oxygène ou l'absence d'oxygène. Donc on a quelque chose de tout à fait original. On ne peut absolument pas imaginer que les concepts opérant en milieu terrestre opéreront en milieu marin. Et puis vous avez cette dispersion, un milieu extrêmement dispersif. On ne peut pas mettre de clôture autour d'une zone de protection. Et vous avez typiquement en dessous, c'est une image de dérive de flotteurs réalisée par les physiciens. On voit très bien qu'au bout de quelques semaines, un objet qui est placé ici à la pointe de Bretagne est bien placé à un endroit, mis en dérive soit à la surface, soit juste sous la surface. Et bien quelques semaines après, il est très loin, il est vraiment parfois sorti très très loin de la zone de protection. Donc un milieu continu et dispersif. Et puis, diapositive suivante, des espèces qui jouent de ce monde en étant elles-mêmes ce qu'on appelle bentho-pélagiques, avec des moments de leur vie où elles sont sur le fond et des moments de leur vie où elles sont du plancton dans la colonne d'eau. Je vous ai mis la langouste ici en haut à droite. L'ormeau a le même système, mais la grande majorité des espèces de notre benthos sont bentho-pélagiques. Donc, qu'est-ce que l'on protège? Quel stade? Est-ce que protéger la langouste adulte, les géniteurs, dans un espace tel que la chaussée de Saint, ici à l'ouest de la Bretagne, a du sens si on ne prend pas
en compte la question de larves qui vont voyager pendant des mois. Même question pour les ormeaux. Donc, des problèmes de connaissance et qui sont essentiels pour décider de ce que l'on veut protéger. Donc, connaître les cycles vitaux de leur dimension spatiale et temporelle. On peut très bien imaginer des systèmes de protection saisonniers en fonction des cycles des espèces. Identifier les stades cruciaux pour la survie pour lesquels les mesures de protection fortes seraient pertinentes. Donc, vraiment, une complexité est due à la fois au système physique, physico-chimique et au cycle de vie des espèces qui s'y sont adaptées. Diapo suivante. Donc, et puis, quelque chose qui relève d'une biologie un peu plus approfondie et qui aujourd'hui est au cœur des discussions dans ce qu'on appelle la biologie des populations. Sur ce petit dessin, chaque petit point correspondrait à un individu. Les individus sont répartis par patch, ils ne sont pas régulièrement comme un champ de pommes de terre, ils sont par petits paquets. Et ce qui est pas très important, ce sont ces flèches rouges, parce qu'il y a des petits paquets qui produisent des descendants, qui enrichissent le système en rejetons, en descendants, et d'autres qui sont des lieux qui ne font que recevoir, mais qui n'exportent pas. Ce qu'on appelle des puits et des sources en biologie des populations. Eh bien, pouvoir identifier ça, c'est la base d'un bon design pour des zones de protection forte. Protéger les ronds rouges, ça a du sens. Protéger les ronds bleus, ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà, identifier les zones émettrices, les sources, un préalable indispensable donc, à ce design. Essentiel de considérer la connectivité des systèmes. Et puis, je le rajoute ici, c'est important, j'en parlais tout à l'heure pour les nurseries de poissons plats, on a des systèmes qui sont légitimement attendus dans des zones de protection fortes, comme des nurseries, mais dont les atteintes ne correspondent pas à des usages humains locaux, mais des usages à distance. Très clairement, sur les nurseries de poissons plats, il n'y a pas d'impact direct de la pêche, il y a un impact très important des dépôts des algues vertes, par exemple. Donc des sources qui sont très éloignées. Donc ça, c'est aussi à rentrer dans la réflexion. Comment on fait lorsque ce sont des usages lointains, distants, qui impactent la zone de protection? Diapo suivante. Donc deux points pour finir, et c'est des questions pour l'avenir et certainement des questions pour les débats, je l'espère, parce qu'elles me semblent importantes. Aujourd'hui, on est confronté donc à des changements climatiques rapides, des dérives de systèmes extrêmement rapides. Donc, ça nous oblige à refonder la protection de la biodiversité à l'aune de ce changement. Personnellement, je travaille depuis 20 ans dans le design des parcs marins et leur gestion, et on a posé ça au départ, ce que j'appelle à l'origine, comme une approche extrêmement patrimoniale. Nous avions un trésor de biodiversité, il fallait bien le quantifier, le mesurer et le transmettre à nos descendants. C'est une approche extrêmement heritage à l'anglaise du patrimoine. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. La biodiversité que l'on situe géographiquement, puisqu'on fait des périmètres géographiques, eh bien, elle se transforme rapidement, elle change. Des espèces rentrent, d'autres sortent. Donc aujourd'hui, gérer, c'est aller vers une gestion qui privilégie la fonctionnalité de l'écosystème et qui optimise l'accueil de nouvelles espèces, d'une nouvelle biodiversité. Et ça, c'est conceptuellement un renversement qu'il va falloir prendre en compte pour la gestion donc, de cette biodiversité pour le futur. Et le deuxième point, diapo suivante, pour finir. Donc je crois que, et ça a été dit, mais je crois que c'est vraiment important de le savoir, les parcs marins, même s'ils ne sont aujourd'hui que des espaces de gestion concertée, c'est le terreau sur lequel on pourra très certainement poser les bases de protection forte réfléchie. Il y a une très forte acculturation. Après 15 ans de fonctionnement, le parc d'Iroise est un lieu où les gens s'écoutent, s'apprennent mutuellement et sereinement peuvent prendre des décisions. Donc, ce sont les lieux où se définiront, à mon avis, et d'où émergera le mieux ces zones de protection forte. Donc, des lieux aussi où biodiversité et ressources sont compris de manière globale et discutés ensemble. Et puis, des instances qui sont aujourd'hui, il me semble, matures pour celles que je connais et qui sont tout à fait prêtes à prendre des vraies responsabilités sur ces protections fortes. Voilà mon intervention. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Paulet. Je passe à la question suivante. Aire marine protégée, zone de protection forte. Est-ce un outil de protection efficace? Comment et avec qui faut-il les déployer? Et je passe le bâton de parole à Estelle Godard, chef de la mission coordination des politiques de la mer et du littoral à la direction interrégionale de la mer. Allez-y, Madame Godard, je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, effectivement, je vais vous faire un focus sur la façade nord-atlantique Manche-Ouest dans laquelle nous nous positionnons et qui est l'objet aussi du débat de ce jour de la réunion. Donc en ce qui concerne la situation de la façade,
en termes d'enjeux écologiques et d'aires marines protégées qui sont positionnés sur cette façade. Donc là, la carte projetée témoigne en fait à la fois de la diversité des outils aires marines protégées qui vous a été présenté par Elinka Mathieu précédemment, et du fait que la façade nord-atlantique Manche-Ouest présente donc des enjeux écologiques importants, forts, et qui justifient donc une couverture en aires marines protégées. Donc pour information, l'espace maritime Namo est couvert par plus de 140 aires marines protégées qui représentent 48% de l'espace maritime. Donc ça, c'est la situation, l'existant dans lequel on travaille et on appréhende ces sujets. On l'a déjà évoqué, donc parmi ces aires marines protégées, des sites Natura 2000, également deux parcs naturels marins, celui d'Iroise en Bretagne et celui estuaire de la Gironde, mer des Pertuis, qui est partagé avec la façade sud-atlantique, mais également des arrêtés de protection de biotopes, des réserves naturelles nationales, etc. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne le déploiement des zones de protection forte sur la façade mer Atlantique, nord-atlantique Manche-Ouest, donc les zones de protection forte, en fait, sont un sujet qui est travaillé dans le cadre de la planification maritime depuis quelques années, et notamment dans le cadre de la stratégie de façade du premier cycle du DSF, sur laquelle là on est en train de travailler pour sa mise à jour. Donc un premier travail en fait d'identification de secteurs d'études pour des zones de protection forte futures a été mené et a abouti donc toujours à cette carte. Je vais vous présenter pas mal de cartes là dans ma présentation. Donc la carte que vous avez sous les yeux vous montre en fait à l'aide des pastilles à peu près donc la soixantaine de secteurs d'études zones de protection forte qui ont été identifiés en 2022 suite à concertation avec les acteurs de la façade, suite également à identification des enjeux forts et majeurs qui pouvaient justifier cette protection forte. Juste pour expliquer, donc on a identifié à la fois des secteurs qui sont déjà couverts par des mesures réglementaires. Donc ça, ce sont les pastilles en noir et les deux pastilles bleues que vous voyez sur le bas de la carte. Les autres pastilles correspondent à des secteurs d'études pour des protections fortes potentielles. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, du coup, au titre de la planification maritime premier cycle, donc ces secteurs ont été identifiés. Donc là, la liste projetée vous indique qu'il couvre en fait les enjeux écologiques forts et majeurs du document stratégique de façade. Donc, ce sont les enjeux qui ont pu être présentés jusqu'à présent, les mers, les herbiers d'eau austère, les enjeux avifaune, etc. Et en termes ensuite de déploiement sur le terrain, à l'image de la gouvernance mise en place sur les aires marines protégées, les périmètres plus précis en fait des enjeux écologiques qui devront faire l'objet d'une protection forte, et également les mesures mises en place vont être discutées et concertées dans le cadre des instances locales des aires marines protégées. Donc ça, c'est l'état de la situation suite à la planification maritime premier cycle. Oui, merci. En 2022, en fait, comme Ilinka l'a présenté rapidement, donc la législation, le Code de l'environnement est venu préciser la définition de ce qu'est la protection forte et de la façon de la mettre en œuvre. Donc c'est le décret du 12 avril 2022 qui porte à la fois sur les protections fortes en mer et à terre. Donc au-delà en fait de zones de protection qui existent déjà et qui peuvent être reconnues automatiquement en protection forte, il convient en fait de réaliser une analyse au cas par cas pour chacune des propositions qui peut ensuite permettre d'aboutir à la labellisation en protection forte de l'espace concerné. Donc pour obtenir un label protection forte, l'espace en question doit disposer de mesures de gestion, de mesures de réglementation des activités. L'objectif étant de réduire ou de diminuer significativement, voire de supprimer les pressions liées aux activités humaines sur les enjeux écologiques,
En tous les cas, on est bien sur cette notion d'analyse et de réduction des pressions, mais pas sur une interdiction a priori de liste d'activités. Le deuxième critère, c'est que l'espace doit disposer d'un document de gestion définissant les objectifs visés par la protection par la protection forte. Le troisième critère auquel l'espace doit répondre est celui de bénéficier d'un dispositif opérationnel de contrôle des mesures qui auraient pu être décidées. Donc sur la base en fait donc des secteurs d'études protection forte qui ont été identifiés lors du premier cycle de planification maritime de ce décret de 2022, on engage la planification maritime second cycle, donc la mise à jour de la stratégie de façade maritime, avec l'objectif de développer et de renforcer la protection forte en mer, donc avec des objectifs qui sont en fait des objectifs surfaciques qui sont assigné à chacune des façades. Donc pour Nord-Atlantique, Manche-Ouest, l'exercice de planification en cours doit nous permettre de pouvoir identifier des protections fortes pour couvrir 3% de l'espace maritime de la façade, donc des deux régions Bretagne et Pays de la Loire. Et cet objectif surfacique devant nous permettre à la façade de contribuer à l'objectif de 10% de couverture du territoire national en protection forte qui vous a été présenté initialement. Alors pour pouvoir, pour en fait renforcer la protection forte dans le cycle de planification qui s'ouvre, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, donc les services de l'État en fait ont identifié, donc c'est l'objet de la carte là qui vous est projetée, donc à la fois les secteurs d'études protection forte qui ont été définis en 2022, donc c'est les PACI que vous retrouvez et qui couvrent en fait bien les enjeux côtiers en mer territoriale, qu'il convient de compléter avec des propositions de secteurs d'études protection forte au large. Donc cette carte figure dans le dossier de la maîtrise d'ouvrage. Et vous y retrouvez en fait en aplat jaune les enjeux écologiques d'intérêt pour le développement de la protection forte, donc à la fois en secteur côtier et également au large. Donc c'est ces aplats jaunes en fait couvrant les écosystèmes marins vulnérables, les sous-zones récifs qui ont été qui sont identifiées au titre des directives communautaires, et également les enjeux de mammifères marins et d'oiseaux. Donc le débat public doit en fait permettre à la maîtrise d'ouvrage de prioriser sur la base des secteurs d'intérêt écologique qui sont identifiés les zones de protection forte à développer pour atteindre 3% de l'espace maritime en protection forte à horizon 2027. Je finis juste mon propos pour vous indiquer que ce que j'ai pu vous présenter là dans les diaporamas sont extraits du dossier de la maîtrise d'ouvrage. Donc, je vous invite en fait à le consulter, à la fois ce qu'on appelle le document socle et également les fiches thématiques, en particulier donc la fiche thématique dédiée aux zones de protection forte et aux aires marines protégées, qui est la fiche 12, et également la fiche 14, pardon, et également la fiche 12. Donc, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est pour préciser qu'il y a une fiche qui est dédiée aux résultats de l'évaluation du bon état écologique des milieux marins qui vous a été présentée À en retrouver sur le site internet du débat public. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Godard. Et je passe enfin la parole à notre dernière intervenante, Élodie Martini-Cousty, qui est vice-présidente du CESE et qui intervient aujourd'hui au nom de France Nature Environnement sur cette question des AMP et des ZPF. Madame Martini-Cousty, je vous en prie, je vous laisse la parole et je vous laisserai aller jusqu'à 7 minutes, puisque ça a été le cas pour Madame Godard. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je m'exprime en effet au nom des associations membres de FNE qui sont dans le Conseil maritime de façade, donc des associations de France Nature Environnement Bretagne et France Nature Environnement Pays de la Loire, et FNE que je représente au sein de ce Conseil maritime de façade. Slide suivante. Les aires marines protégées et les zones de protection forte, ça sert à quoi et comment? En fait, la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine, c'est vraiment notre assurance vie à nous, humains, pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Et les AMP sont d'abord là pour nous protéger
et pour protéger cette assurance vie et la biodiversité. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans ses articles 192 et 193, rappelle que les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin et avant le droit d'utiliser et d'exploiter les ressources marines. Donc en effet, vous l'avez vu, les précédents intervenants l'ont dit, il y a des aires marines protégées qui ont été créées de façon contractuelle dans un esprit de développement durable, notamment les parcs naturels marins avec et les zones Natura 2000, avec des protections de certains habitats et d'espèces et avec une gouvernance multi-acteurs, mais il est nécessaire dans les plans de gestion de mesurer les impacts et les activités, de les réduire pour maintenir les objectifs de conservation, donc par des évaluations d'incidence et des études d'impact. Et puis, il existe quelques petites zones de protection forte existantes, des cœurs de parcs nationaux, mais nous n'en avons pas en façade d'amont, des arrêtés de protection de biotopes qui sont des micro-confettis créés par les préfets maritimes, et des zones de protection intégrale et des zones de protection renforcée des réserves naturelles nationales marines. Dernièrement, il en a été créé dans la réserve naturelle nationale des Sept-Îles. Et ça, c'est vraiment les zones de protection protectrices où les gestionnaires sont plutôt les services de l'État ou des associations de protection de la nature qui ont cet objet premier dans leur statut. Donc, aucune activité ayant une incidence sur l'environnement n'est autorisée et tout ça est bien indiqué dans les décrets de création qui est un outil réglementaire. La deuxième slide. Alors, pourquoi il nous faut des zones de protection fortes, hein, parce que ce sont des aires marines qui sont protégées vraiment en protection stricte. Et c'est la seule forme qui peut nous offrir autant d'aménités environnementales ou de services écosystémiques, je dirais, gratuits, que nous n'avons pas à payer, parce que c'est la nature qui nous l'offre. Toutes les études scientifiques le montrent. Il y a plus de 22 000 revues scientifiques et publications scientifiques assez récentes qui montrent que les zones de protection strictes selon le terme de l'Union européenne, ou forte, pour peu qu'elle soit grande et idéalement ancienne et vraiment strictement protégée, nous apporte bien sûr des services écosystémiques très importants, comme l'atténuation des effets du changement climatique par la séquestration du carbone, la production d'oxygène, la protection des côtes, la capacité augmentée de reproduction des espèces, l'augmentation de la biodiversité et de la diversité de la biodiversité, l'augmentation de la biomasse, de la taille des poissons. Et par effet de débordement, la zone de protection forte augmente les revenus des pêcheurs, mais aussi de l'économie littorale. Les aires marines protégées, malheureusement, qui n'offrent pas de réelle protection, ne se distinguent pas tellement des zones maritimes non protégées, et c'est un peu le cas de la France dans ces AMP aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez passer à la slide suivante. On vient de voir cette carte. En effet, en façade NAMO, il existe 48,5% d'aires marines protégées, mais en fait, en protection forte, ça ne représente que 0,06 de protection réelle. Donc, ça pose un vrai problème entre les usages, les activités et bien sûr la baisse des pressions. Slide suivante. Aujourd'hui, en effet, le cumul des impacts existants dans les aires marines protégées n'est pas mesuré, il est voire inexistant. Pourtant, en effet, c'est dans les plans de gestion des parcs naturels marins et des zones Natura 2000 qu'il faut absolument trouver un moyen de les réduire avec une gouvernance élargie à tous les acteurs. De nombreuses activités ne les ont pas encore mesurées et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout d'évaluation du cumul des impacts existants dans ces AMP. C'est pourquoi, eh bien, en vue d'atteindre de bon état écologique, il va falloir absolument arriver à développer cette connaissance des impacts et du cumul de leurs impacts. Les acteurs, par exemple, de la plaisance, du transport maritime, du tourisme, mais aussi des principales pressions terrestres exercées sur la mer, doivent aussi les produire. Slide suivante.
Donc, c'est pour ça que les associations réunies au sein de FNE Bretagne et FNE Pays de Loire demandent non seulement d'aller vraiment à 10% de protection forte, qui est protection stricte au terme de ce que dit l'Europe, pour pouvoir se comparer avec nos collègues et les autres pays européens, des critères scientifiques d'identification des écosystèmes et des fonctionnalités écologiques, et que ça s'appuie vraiment sur ces écosystèmes et les fonctionnalités écologiques, la réduction bien sûr des pressions et la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire et compenser, pour conforter le lien terre-mer, parce que c'est sur cette bande littorale que la plupart des zones d'intérêt environnementaux sont vraiment d'importance nationale, européenne et internationale. Les estuaires comportent des zones d'enjeu majeurs pour la reproduction des espèces, et notamment les espèces amphihalines migratrices, que sont les anguilles, les lamproies, les aloses, etc. L'extension, nous demandons aussi l'extension des réserves naturelles nationales existantes avec des grandes zones de protection intégrale et des protections aussi renforcées. Et puis, bien sûr, il faut absolument assurer la surveillance réelle des zones de protection et donner des pouvoirs de police aux gestionnaires avec des moyens importants. Si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc, dans nos débats, nous allons voir qu'il va falloir en effet planifier à une échelle industrielle l'éolien offshore, qui est une nouvelle pression qui va arriver de façon très forte. Donc, nous défendons qu'il n'y ait pas d'éolien par principe dans aucune aire marine protégée, et qu'il faudra d'ailleurs, pour compenser a priori les impacts de toutes ces zones d'éolien offshore, 2 nouvelles zones de protection stricte, notamment dans les zones Natura 2000 au large, du golfe de Gascogne et des mers celtiques, qui aujourd'hui sont très très peu protégées. Et bien sûr, des zones sur le côtier pour les pertes d'habitat à compenser des activités existantes. Voilà. Et les associations de France Nature Environnement, Bretagne et Pays de Loire sont en train d'établir un manifeste pour la protection des milieux marins vers des zones de protection fortes et strictes pour pouvoir donner et participer à cette évaluation qui est faite au sein du CMF NAMO, pour respecter nos engagements au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Martini-Cousty. Alors, juste avant de passer aux ateliers participatifs en sous-groupe, je repasse le bâton de parole à Monsieur Augagneur, président, vice-président de la Commission nationale du débat public, pour un bref retour sur le débat sur site qu'il y a eu au parc marin d'Iroise. Le débat public, ce n'est pas que des webinaires, c'est aussi des débats physiques. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, alors vraiment en 2 mots, parce que le temps file et l'exercice est difficile, hein. De faire une synthèse aussi brève d'événements qui ont duré plusieurs heures. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'événement au parc marin d'Iroise au Conquet, hein. Il y a eu aussi d'ailleurs à Brest l'événement public le soir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de les mettre en parallèle et de les mettre aussi en parallèle avec les personnes rencontrées de manière aléatoire dans les débats mobiles qui ont eu lieu, notamment au marché de Noël et à Océanopolis. Euh, alors, ce que je vais dire est évidemment non exhaustif et évidemment méritera d'être complété, va être travaillé par nos soins pour la synthèse et le compte-rendu. Mais si je devais euh, résumer 4 axes qui ont été débattus au parc marin, mais aussi d'ailleurs à Brest, le premier axe, qui ne surprendra pas, mais qui est assez central dans ce débat et qui a aussi été central à Bastia, ce qui est aussi intéressant, c'est de les mettre en parallèle, c'est l'opposition entre exploitation et protection. Le parc marin d'Iroise ayant été présenté comme un espace de gestion concertée qui aurait réussi à dépasser cette, cette opposition. D'ailleurs, c'est aussi ce qui a été rappelé tout à l'heure par un des intervenants, hein, par le fait d'avoir cousu une sorte de dentelle entre les acteurs qui aurait permis
de dépasser cette opposition. Mais cette opposition se retrouve à d'autres endroits dans le débat et sur d'autres territoires en d'autres termes. Et ce sera intéressant de les analyser et de les comparer. Il y a eu également la question de la gouvernance. Alors, la gouvernance, évidemment, intervient lorsque l'on parle d'un parc marin, hein, puisque c'est un espace de gestion. Mais elle intervient aussi elle est aussi intervenue à travers d'autres dimensions, notamment le soir à, aux ateliers des Capucins, où la question de la gouvernance de la planification maritime a aussi été soulevée. Et ce qui est intéressant dans ce débat, c'est de voir la place que prend cette question de la gouvernance et par différents axes. On pourrait aussi associer dans cet axe la question de la place des femmes dans la gouvernance, qui est aussi quelque chose qui est survenu. Enfin, un autre sujet, qui est le sujet de l'articulation entre la connaissance et la décision, qui a évidemment été un axe central lors des discussions au parc marin d'Iroise, qui a aussi d'ailleurs été un point important sur lequel a appuyé Monsieur Paulet tout à l'heure. Et on voyait déjà aussi dans le chat ici quelque chose qui illustre ce sujet avec quelqu'un qui est intervenu sur la question du premier descripteur et l'autosaisine du Conseil national de la protection de la nature et la question des oiseaux en mer avec, d'ailleurs ça a été répondu hein, par la maîtrise d'ouvrage sur le chat, disant précisément que nous n'avons pas toute la connaissance sur ce sujet. À ce stade, le lien entre connaissance scientifique et décision, et d'ailleurs enfin, c'est le principe de la planification, identifier ce que l'on doit savoir pour pouvoir décider de quoi et quand. Donc c'est quelque chose qui a été un axe très fort des discussions à Brest et on le voit qu'elle l'est aujourd'hui et elles le sont un peu partout. Un dernier point, alors je ne vais pas revenir sur toutes les propositions qui ont été formulées qui font l'objet d'une synthèse. Et Donc, après, on passe aux ateliers. on passe aux ateliers. Juste pour rappeler qu'il y a quand même des principes d'aménagement qui sont débattus, notamment par d'Iroise et ailleurs. Alors sur les ZPF, les principes d'aménagement peuvent concerner par exemple euh, ou de critères d'identification de zone. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport aux ZPF, c'est la question de leur mobilité potentielle qui a été soulevée au parc d'Iroise. Sur les questions d'éolien en mer, c'était plutôt sur la question de l'impact paysager et de la distance des côtes. Je ne vais pas plus loin parce que je serais trop long. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à ces ateliers participatifs dont on vous parle depuis le début de ce webinaire. Vous allez pouvoir, via un sondage Zoom, donc soyez bien actifs derrière votre écran, choisir entre ces trois thématiques, état de la mer, état des connaissances, comment protéger la mer et les océans, et enfin, identifier les zones de protection de la biodiversité. Donc, juste avant qu'on lance le sondage et que vous puissiez faire votre choix, juste des exemples de questions que vous pourriez traiter au sein de ces groupes, mais c'est pas du tout exhaustif, hein. Donc, d'ailleurs, que Karine Bess de la commission particulière n'hésite pas à compléter. Donc, sur l'état de la mer et l'état des connaissances, bah, par exemple, de quelle information a-t-on besoin pour prendre les décisions? Sur comment protéger la mer et les océans, bah, par exemple, on peut discuter de comment atteindre un bon état écologique, quelle cohabitation avec les activités terrestres, ou encore comment adapter le système de protection français aux enjeux du dérèglement climatique. Et enfin, sur l'identification des zones de protection de la biodiversité, bah, vous voyez, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Quelles sont les zones qui doivent être soumises à une protection forte et pourquoi? Comment sont déterminées les activités humaines en mer qui doivent y être régulées? Comment et pourquoi? Quelle gouvernance, on vient d'en parler, des systèmes de protection? Quelle place pour les citoyens? Et enfin, quelle évaluation d'impact des activités et quel contrôle? Karine Bess, je ne sais pas si vous voulez compléter pour élargir la focale, sinon on passe au sondage de répartition. Donc voilà, juste pour préciser, c'est vraiment des propositions de questions, hein, telles que en rapport avec le cadrage que j'ai pu faire au début. Et puis, c'est vraiment l'idée aussi dans les groupes. Là, on aura des groupes assez importants. On sera vers une trentaine par groupe. Donc, tout le monde est là aussi pour continuer à donner de l'information par rapport aux interventions qui ont été très courtes, hein, et on s'en excuse. Mais bon, voilà, on veut faire au mieux pour que les discussions aussi soient prépondérantes dans cette soirée. Voilà, donc n'hésitez pas à reposer des questions, à préciser les choses et à élargir la focale. Mais on a bien ces trois ateliers
avec vraiment le dernier qui est très concret sur les AMP et les ZPF, les zones de protection forte, comme on l'a vu, et celui du milieu où on se situe un peu plus à un niveau supérieur, entre guillemets, sur les logiques et les grandes stratégies de protection de la mer et des océans, les grands principes de protection, la place de l'homme, la place de la nature, etc. On réfléchit un peu sur ces aspects-là, un peu plus globaux. Donc, ceux qui veulent travailler sur des choses très concrètes, sur AMP, ZPF et sur où est-ce qu'on peut élargir ces zones, c'est plutôt dans le 3. Et dans le 2, on est plus sur des questions un peu plus larges. Et l'état de la mer, l'état des connaissances, quels sont l'état des, enfin, de se mettre d'accord aussi. On peut discuter aussi quel est l'état de la mer aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord complètement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait savoir davantage, etc. C'est le moment aussi de se poser ces questions-là, sur quoi on voudrait approfondir aussi l'état de ses connaissances. Et Voilà. alors, on va lancer le sondage dans 10 secondes, juste pour vous dire. Donc, au sein de chacun de vos groupes, vous aurez des facilitatrices à votre service pour recueillir vos expressions. Alors, vos expressions, elles pourront être de trois sortes, globalement. Des avis, des constats sur la thématique traitée, des questions, des besoins d'information, et même jusqu'à des préconisations de votre part sur le sujet. L'idée, c'est qu'on récolte tout ça, et puis dans le dernier temps de votre atelier en sous-groupe, il faudra faire ressortir trois enjeux, trois idées qui ont été particulièrement débattues, sans que vous soyez d'ailleurs forcément toutes et toutes d'accord dessus, c'est pas du tout l'objectif, mais simplement trois points d'attention qui ont été discutés. Et bien voilà, je demande à la régie Zoom si elle est prête de lancer le sondage de répartition, et je vous propose de choisir votre groupe, et moi en direct, je peux vous indiquer, pour ceux qui hésitent, les groupes où il y aurait moins de personnes. Alors pour le moment, c'est tout à fait équilibré. Je vous remercie d'ailleurs de répondre, d'être aussi réactifs toutes et tous. On est déjà à une trentaine de réponses sur 74, toujours très équilibré. Donc voilà, si vous hésitez, je peux pas trop vous aider. Pour le moment, un tout petit peu moins de monde sur l'état de la mer, l'état des connaissances. Donc voilà, si vous hésitez, choisissez le groupe numéro 1 pour venir renforcer le nombre de participants. On est maintenant, on approche de la cinquantaine de réponses. Je laisse encore aller une quinzaine de secondes. Et pour les personnes qui n'auraient pas choisi leur groupe, pas de souci, je vous téléporterai a posteriori dans un des groupes. Voilà, pour le moment, on est assez équilibré avec 15 inscrits sur le groupe numéro 1, 17 inscrits sur le groupe numéro 2 et 20 inscrits sur le groupe numéro 3. Je laisse, allez, encore 5 petites secondes si vous voulez choisir votre groupe pour les retardataires. Et voilà, on est vraiment à un équilibre quasi parfait. 54 répondants, un peu plus de monde dans le dernier sous-groupe. Vous serez 21 participants. Bah, je propose à mes collègues en régie voilà, de créer les salles de répartition, de vérifier leur bon équilibre. Et en attendant qu'on vous téléporte donc dans 5 à 10 minutes dans vos salles, je vais donner la parole à Lucie Béguin, qui est membre de la commission particulière du débat public et qui, depuis le début, avec Pascal, suit les échanges du chat textuel. Lucie, est-ce que tu souhaites nous faire remonter des questions qui auraient été émises dans le chat? Merci beaucoup, Nicolas. En effet, beaucoup de questions sur plein de sujets différents dans le chat. Alors, il y a déjà eu des réponses apportées, notamment dans la discussion. Les premières tournées autour de la disponibilité des cartes. Voilà, des propositions cartographiques et la maîtrise d'ouvrage a déjà pu s'exprimer que voilà, ça allait arriver certainement en début d'année. Hein. C'est aussi dû au fonctionnement de spécialité de la façade Namo qui avait besoin aussi de travailler et donc ces cartes-là sont disponibles plutôt en début d'année prochaine. On n'a pas encore la date précise, mais c'est bien aussi tout l'objet du débat de se poser avant qu'il y ait déjà des propositions cartographiques. Il y a également pas mal de questions sur attendez, que je reprenne les notes dans le bon ordre. Sur les ZPF, quel outil réglementaire pour les ZPF au large? Est-ce que l'agroculture sans intrants sera possible dans les ZPF? La pêche de loisir sera-t-elle autorisée? Voilà, tout cela, du côté CPDP, il y avait déjà des premières réponses apportées, à savoir que c'est bien l'objet aussi du débat, de venir questionner ces éléments-là. Il y a eu aussi quelques questions et remarques autour de l'organisation du débat, notamment des débats mobiles, sur un qui a été organisé à Océanopolis. Bien évidemment, c'est un objectif de diversifier les lieux sur lesquels sont organisés ces débats mobiles. Donc, il y avait eu Océanopolis qui est un espace effectivement payant, mais il y a eu d'autres débats mobiles sur le marché de Noël de Brest notamment.
Donc voilà, c'est vraiment aussi dans cet état d'esprit que sont organisés les débats mobiles. On réfléchit bien à cette accessibilité et d'être là où les gens peuvent être. Alors, il y a quelques questions pour notamment la maîtrise d'ouvrage. Avez-vous calculé la surface de ces projets, donc éoliens de ces projets de ZPF? Non, pardon. Avez-vous calculé la surface de ces projets de ZPF? Euh, je ne sais pas si on peut d'ores et déjà apporter quelques éléments de réponse à cette question. Euh, Madame Oui, Godard. Estelle Godard pour la maîtrise d'ouvrage. En fait, sur la question des superficies, on y a répondu dans le chat, d'ailleurs même à 2 reprises, puisque au niveau de vos animateurs, vous avez renvoyé sur le démo et j'ai fait la même réponse ensuite. Alors en revanche, sur les questions vraiment plus précises sur des sites très locaux, nous là, à notre niveau, à l'échelle façade, on n'aura pas les éléments. Et sur le sujet enfin, sur les questions qui portent sur les activités qui seront autorisées ou non en zone de protection forte, comme les présentations là l'ont montré, en fait, on est sur une analyse au cas par cas. Voilà, le décret ne prévoit pas d'activité a priori interdites. Donc, c'est vraiment en fonction des enjeux écologiques, de leur état de conservation et des activités en place. Et suite à l'analyse des effets des activités sur les objectifs de conservation des enjeux écologiques que sont définies les mesures. Donc, voilà, on ne peut. Voilà la réponse qu'on peut apporter à ces questions sur quelles sont les activités qui seraient interdites ou non en protection forte. Merci. Et il y avait également une question autour des impacts cumulés des parcs éoliens sur la biodiversité. Et donc, on souhaitait nous apporter déjà une première réponse avec Pascal qui n'hésite pas, pardon, à me compléter si besoin, qui va la rappeler le cadre réglementaire de l'évaluation environnementale, hein, qui impose d'envisager en premier, on en parlait juste après des ERC, les mesures d'évitement, puis celles de réduction des impacts et le cas échéant des mesures de compensation. Donc, c'est bien présent. Pascal, je te laisse me compléter, mais c'est bien dans cette logique ERC que c'est pensé. Oui, tu as très bien répondu. Il y a un certain nombre de questions qui ont tendance, et c'est très compréhensible, à avoir des réponses tout de suite. Je crois qu'il faut bien avoir conscience qu'on est dans un débat qui se situe en amont des décisions et au cours de la construction, en l'occurrence, d'un projet et d'un plan, et que, eh bien, c'est le rôle de ce débat d'éclairer la prise de décision sur un certain nombre d'aspects. J'ai vu qu'on demandait si est-ce qu'on pourrait faire de l'algoculture dans les ZPF, par exemple, il y a d'autres du même genre. Bien, ça, c'est à l'issue du débat qu'on aura un éclairage pour pouvoir le faire. Et puis, il y a peut-être un élément qui mérite d'être rappelé parce qu'on s'interrogeait sur la cohérence des démarches. Moi, je voudrais dire que dans tout débat public, quelles que soient les conditions de préalables qui l'ont généré, on doit s'interroger sur l'opportunité du projet de planification ou du projet de travaux, hein, et sur les alternatives. Et la mer en débat et la planification en mer n'échappent pas à cette logique-là. Donc, tous ces sujets ont vocation à être débattus au cours des mois qui viennent. Et peut-être pour finir, il y avait une question aussi sur le drame ne serait-il pas celui de l'incapacité à protéger les AMP comme le reste de la mer des effets des activités de la Terre? Effectivement, on souhaitait rappeler ici que le DSF, c'est un outil de planification en mer, mais qui est pris aussi en compte et qui prend aussi en compte les autres outils de planification, notamment les documents de planification terrestre. Donc voilà, c'est bien une donnée qui est bien réfléchie aussi à cet endroit-là. Merci beaucoup, Lucie, pour cet exercice pas facile de faire remonter les questions d'un chat textuel. On vous remercie à vous, participantes et participants, d'avoir pris le temps de rédiger ces contributions. Vous pourrez le faire en fin de rencontre. On va tout de suite partir en sous-groupe. Ils sont prêts. Vous allez être automatiquement téléportés dans vos sous-groupes. Vous n'avez a priori rien à faire, si ce n'est à patienter quelques secondes, quelques minutes, voilà, avant d'être transvasés dans vos groupes. Ok, il me semble que
la globalité des participantes et des participants sont revenus dans la salle plénière. J'en profite pour remercier du coup l'ensemble des animatrices qui étaient présentes avec vous en sous-groupe, Lucie, Claire, Paola, Olivia, Sophia et Laurine, à la fois pour l'animation et puis pour la prise de notes. Je vous avoue que j'étais un peu jaloux de ne pas animer un des sous-groupes parce que j'ai pu voir et observer en fait la totalité des trois groupes et de votre board virtuel. Et ça avait l'air hyper riche. Donc bravo à toutes et tous. Merci de vous être pliés à l'exercice que je sais un peu contraignant en visio. Et on va tout de suite faire une restitution des échanges en groupe. J'ai demandé au premier groupe, je crois que c'était Claire et Lucie, sur la thématique numéro un, de se préparer et puis de faire une restitution. Vous demandez de faire ressortir trois enjeux majeurs de vos discussions centraux des échanges. Euh, voilà. Est-ce que Claire ou Lucie, vous souhaitez restituer? Hop, avec le micro, c'est mieux. Bah, dans ce cas-là, si tu veux, Claire, je le fais. Tu n'hésites pas à compléter. Alors, on a eu des échanges assez riches autour des enjeux autour de la connaissance. Alors, on a essayé de résumer, mais bien évidemment, il y a beaucoup plus que ces trois enjeux résumés. C'est ceux qui nous apparaissaient prioritaires, enfin, qui paraissaient prioritaires pour le groupe, à savoir comment avoir des données accessible et actualisé sur l'état de la mer, sur les impacts de différentes activités sur les milieux marins, afin de répondre au mieux à la séquence éviter, réduire, compenser. Il y avait également cet enjeu de partage de la connaissance qui existe et puis à venir, connaissance sur la biodiversité marine et sur les impacts des différentes activités marines. C'est un partage qui peut se faire entre à l'échelle nationale, mais aussi supranationale, et puis entre l'ensemble des différentes parties prenantes, à savoir tant les institutions que des développeurs de projets, que les entreprises. Et puis, on a aussi eu un échange autour des enjeux, un besoin de connaissance autour des enjeux de gouvernance, tant sur les activités maritimes que sur les enjeux énergétiques, avec notamment, voilà, quelle place donner à la sobriété dans ce débat. Comment on fait pour aussi avoir de la connaissance sur les enjeux énergétiques plus largement euh, que ce débat et ce besoin des 45 gigawatts à l'aune 2050. Voilà, très Merci résumé. beaucoup. Non, mais c'est très bien, c'est l'exercice. Merci beaucoup, Lucie. Je rappelle que la totalité, évidemment, de vos échanges seront non seulement accessibles, mais traités et analysés par la commission particulière du débat public. Je vais donner du coup la parole à Paola et Olivia pour restituer les échanges de leur groupe sur la thématique comment protéger la mer et les océans. Vraiment une question large et on a vu pour autant que c'était un sujet un peu technique. Paola, est-ce que tu veux bien nous résumer les trois grands enjeux relevés au sein de ton groupe? Oui, donc nous, on s'est mis d'accord en fait que les enjeux principaux qui émergeaient de nos échanges étaient autour de la question de la gouvernance. Donc, que ça, il y avait des suggestions d'intégrer tous les usagers dans la gestion des espaces des zones d'aires marines protégées, des ZPF aussi. La gestion de l'humain pour une protection efficiente de l'environnement, c'est-à-dire de prendre en compte en fait finalement ceux qui sont concernés par les activités, par les effets, de les prendre en compte dans la gouvernance, dans les prises de décision. Il y avait aussi un aspect, un enjeu autour de la réglementation. Donc, définir une réglementation, qu'est-ce qui doit être réglementé, enfin, être plus précis là-dedans, là où il y a les absences, et aussi appliquer ce qui existe déjà dans toutes les activités marines et terrestres, c'est-à-dire aussi prendre en compte, et ça c'est émergé à plusieurs reprises, prendre en compte l'activité et les conséquences de l'activité terrestre dans les activités marines. Et il y avait des propositions aussi autour de obliger à évaluer l'impact des activités terrestres comme dans certaines activités marines, que les appliquer vraiment à toutes les activités existantes en terre et en mer.
Ensuite, il y avait le dernier enjeu, c'est autour de l'adaptabilité. Donc, il y a besoin, ce qui a été dit, d'avoir une meilleure connaissance sur la mer et l'activité maritime pour évaluer les conséquences, l'évolution aussi. Et donc, du coup, aussi, d'être en mesure de faire du cas par cas. Il a été dit aussi que la mer, du coup, fonctionne pas comme au sein de la Terre. Donc, il y a des dynamiques différentes qui existent et que donc du coup on a besoin de les connaître davantage pour appliquer, pour être en mesure aussi de qu'est-ce qu'on on doit appliquer, quelles sont les règles qui s'adaptent à ce fonctionnement-là un peu différent. Euh, voilà. C'est Merci. principalement. Merci beaucoup, Paola, pour cette restitution du groupe. Donc, comment protéger la mer et les océans? Et enfin, la troisième thématique, et Karine Bess parlait un peu d'entonnoir, d'un sujet un peu plus technique et précis, d'identifier les zones de protection de la biodiversité. Sophia, je me tourne vers toi. Est-ce que tu Merci peux nous Nicolas. partager les trois enjeux de ton groupe? Effectivement, donc nous, il y a eu des échanges assez riches dans le groupe qui ont porté sur l'identification des zones de protection de la biodiversité, mais pas que, parce que les discussions ont aussi porté sur l'opportunité de développer l'éolien en mer. Donc dans les enjeux prioritaires sur lesquels le groupe s'est mis d'accord, il y a l'idée de renforcer les zones de protection fortes avec un encadrement, voire une interdiction, une mise sous cloche, c'est le terme qui a été utilisé, des activités humaines. C'est-à-dire que dans ces zones de protection forte, par exemple, on pourrait interdire le développement de l'éolien en mer, notamment dans des zones Natura 2000, voilà, aller vers un encadrement plus fort. Il y a aussi la prise en compte en fait, des activités terrestres dans le statut des ZPF et inclure en fait l'impact de ces activités terrestres dont il a été rappelé qu'elles étaient assez impactantes pour la biodiversité marine. Donc avoir un nouveau statut qui les prendrait bien en compte et qui les intégrerait notamment parce que les activités terrestres auraient des impacts assez forts sur les zones nourricières pour la biodiversité. On a aussi parlé de gouvernance comme les deux autres groupes, donc l'idée d'avoir une gouvernance inclusive et agile avec l'ensemble des acteurs et actrices et citoyens et citoyennes, y compris ceux qui ont une diversité de points de vue. Et enfin, le dernier enjeu prioritaire, c'est le fait de réaliser une étude d'impact approfondie sur la biodiversité marine et sur les impacts aussi des projets de parcs éoliens en mer sur cette biodiversité marine. Et certains participants proposaient d'avoir un moratoire en fait sur le développement de l'éolien en mer tant qu'on n'aurait pas les résultats de ces études d'impact sur le développement de l'éolien en mer, enfin, sur les conséquences de l'éolien en mer sur la biodiversité marine. Merci beaucoup, Sophia. Effectivement, moi qui survolais le board, j'ai vu que dans tous les groupes, ça parlait un peu de gouvernance, donc un sujet transverse finalement sur cette question de l'environnement marin. Merci à toutes et tous encore une fois pour le fait d'avoir participé à ces échanges en sous-groupe. Je vais passer la parole à Monsieur Levisage, qui est ici le représentant ce soir de la commission permanente du Conseil maritime de façade. Et avant cela, je vous dis, on va terminer par un petit temps d'échange d'expression libre en plénière, l'occasion peut-être de revenir sur certains sujets, mais aussi d'aborder peut-être d'autres sujets. Et donc, préparez-vous, ceux qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez lever la main sur Zoom, donc cliquez sur la petite icône réaction et puis levez la main pour m'indiquer que vous souhaitez ensuite prendre la parole. Mais tout de suite, donc, je passe le bâton de parole à Monsieur Levisage. Voilà, représentant de la commission permanente du Conseil maritime de façade. Voilà, très brièvement, peut-être une réaction à ces échanges en groupe et puis voilà, nous parler peut-être du Conseil maritime de façade. Oui, merci déjà pour ces échanges très intéressants. Puis aussi merci à la Commission du débat public de me donner l'occasion de dire un mot au nom du Conseil maritime de façade et de sa commission permanente. J'y siège au titre des associations de protection de l'environnement, mais ici ce soir, c'est l'institution du Conseil maritime de façade tout entière que je représente. C'est peut-être la première fois que certains entendent parler de cette assemblée qui réunit discrètement mais régulièrement tous les acteurs de la mer et du littoral, de notre façade, Bretagne, Pays de la Loire, de la Manche à l'Atlantique. Le CMF, donc Conseil maritime de façade, c'est l'instance de gouvernance qui pilote l'élaboration du DSF. Le DSF sera finalement adopté par l'État, mais c'est au Conseil maritime de façade qu'on analyse et qu'on discute vos propositions et vos avis. C'est au CMF qu'on a déjà en commun élaboré une vision pour notre façade en 2050, que vous retrouverez dans le dossier du maître d'ouvrage, et c'est là que nous essaierons ensemble, à partir de vos contributions, de faire émerger une stratégie et un plan d'action qui soit acceptable pour tous, y compris par l'environnement. Nous n'aurons que quelques mois pour y parvenir, pour mettre des cartes, et pour mettre sur des cartes plutôt tout ce qui a été proposé et discuté. Finalement, nous l'espérons pour proposer à l'État un projet de compromis où tous les intérêts pourraient trouver leur place, ceux de la nature comme ceux des hommes,
les intérêts d'aujourd'hui comme les intérêts de demain, puisqu'on planifie pour demain. Ce ne sera pas un long chemin tranquille, on est clair. Avec le deuxième document stratégique de façade, on rentre dans le dur, parce qu'il va nous falloir, avec l'éolien par exemple, qui est l'objet des discussions ce soir, il va nous falloir concilier des besoins et des volontés souvent antagonistes. On a d'une part la nécessité de s'adapter au changement climatique, de protéger réellement un environnement fragile et irremplaçable, qui est menacé par les activités humaines, il faut bien le dire. Et d'autre part, nous avons aussi besoin de trouver dans l'océan des ressources durables, alimentaires, par exemple par l'agriculture ou la pêche, des ressources énergétiques renouvelables, l'éolien ou d'autres énergies marines. Donc il y aura des tensions entre nous, comme il y en avait quelques-unes, j'imagine, ce soir. Tout le monde dans notre conseil maritime de façade ne poursuit pas les mêmes objectifs. La volonté de protection, la volonté d'exploitation s'opposent souvent, comme d'ailleurs s'opposent souvent les visions de ceux qui regardent vers l'avenir et puis de ceux qui regardent le passé. Mais ce débat est indispensable. Il a commencé et nous l'aurons dans notre conseil maritime de façade. Donc soyez sûrs que tout ce qui s'est dit aujourd'hui sera pris en compte dans nos réflexions, dans les réflexions de notre CME, j'allais dire de votre conseil maritime de façade et de sa commission permanente. Encore merci à la commission du débat public de cette courte occasion de vous montrer qu'on ne part pas de rien et surtout que le travail ne s'arrêtera pas à la fin de ce débat, au contraire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Visage, de replacer effectivement ce débat public et les échanges même de ce soir dans un contexte un peu plus large d'échange et de prise en compte de la parole des citoyens, des citoyennes, des associations, etc. Alors, je vous avais annoncé un tour de parole. Je vous propose qu'on se fixe une heure de fin de ce webinaire. Originellement, c'était 20h30. On pourrait aller jusqu'à 20h45 si ça vous va. Et donc, je vais demander aux intervenantes qui souhaitent prendre la parole d'essayer de se limiter à 1 minute environ pour soit exprimer un avis, soit poser une question. Et donc voilà, n'hésitez pas, comme deux personnes viennent de le faire, à lever la main sur Zoom. Et je vais donner du coup la parole à Madame No de l'association Piebiem. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voudrais souligner que j'ai trouvé déjà tous les échanges extrêmement riches. Moi, en matière de gouvernance, je voudrais plaider pour que dans les diverses instances qui existent, il y ait une réelle diversité des associations dans leurs différentes sensibilités, ce qui me semble pas forcément acquis quand je regarde, je dirais, depuis le niveau local, régional jusqu'au niveau national, on voit souvent les mêmes associations. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est du conseil qui est évoqué, qui vient d'être évoqué, du Conseil national de la mer, mais finalement, stratégique de façade, est-il ouvert à des associations de différentes sensibilités sur ces sujets, puisqu'on peut constater qu'il y en a. Voilà, c'est un peu ma question et mon appel à plus une forme de démocratie un peu plus riche dans ces instances pour que les différents points de vue puissent être entendus. Merci beaucoup, Madame No. Donc ça rejoint cette question de la gouvernance qu'on a beaucoup évoquée dans les sous-groupes. Peut-être que Monsieur Le Visage voudra justement réagir et redire un mot sur la Constitution. Je vais avant cela donner la parole à Monsieur Cantel qui a levé la main. Je vous en prie, Monsieur Cantel. Merci bien. Oui, j'entends bien, parce que les gens découvrent certainement ce qu'est le Conseil maritime de façade avec les 5 collèges, hein, et il y a aussi le collège des associations. Moi, j'y suis, je représente le collège des syndicats, des salariés des entreprises maritimes au sens large. Voilà. Mais là, bon, ben, là, je suis venu en titre, surtout, je me rends compte d'anciens pêcheurs. Les activités primaires, il ne faut pas les oublier. Les pêcheurs, les paysans, les éleveurs, les agriculteurs, sont souvent ciblés parce qu'ils ont des effets pervers sur l'environnement au sens sympathique du terme. Non, on a besoin de manger aussi. On aura besoin aussi d'alimenter nos machines avec une énergie de flux, c'est-à-dire le renouvelable, le vent, l'eau, enfin les énergies qui se renouvellent au fur et à mesure. Les populations de poissons, nous, on veille à ce qu'elles se renouvellent aussi. Et donc, énergie de flux, mais il ne faut pas oublier que les machines doivent être alimentées, mais les humains aussi. Et ça, il est bon de le rappeler. Alors maintenant, peut-être qu'on pêche par manque de communication. On n'explique pas assez la façon dont la réglementation, qui est extrêmement stricte, les décisions européennes, les écosystèmes marins vulnérables, on ne les a pas vus sur la carte représentée, mais ça fait un gros morceau du talus continental. Donc, ne pas oublier cette histoire d'énergie. Par contre, quand j'entends mettre sous cloche, ça, c'est une vue de l'esprit qui est sympathique à terre, certainement, mais en mer, là aussi, c'est des grands flux, des grands courants qui se déplacent et les populations, bon voilà, ça se déplace aussi. Tout ça dans le cadre du changement climatique. Monsieur Le Visage l'a bien précisé. Effectivement, je crois que c'est plutôt notre ennemi commun. Il faudrait partager ça. Et la mer, ça fait partie des solutions. Pas des solutions basées sur la nature, parce que ça, je l'entends et je m'aperçois que ce sont des solutions basées sur le marché de la nature. Et là,
cette partie marchandisation, là, eh ben, elle prend un mauvais chemin, les crédits carbone et tout ça. Voilà. Mais il y a tellement à dire. Enfin, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Non, merci à vous de vous être exprimé Merci surtout. Olivier. Et évidemment, le débat ne s'arrête pas ce soir. Donc, on vous invite à vous saisir de toutes les modalités du débat et même des prochains webinaires. Je vous donne la parole, Madame Martini-Cousti. Oui, merci beaucoup. Mais en fait, je voulais revenir sur les conclusions de l'atelier 2 parce que il a, il a restitué une partie des débats, mais pas les points principaux sur lesquels qui avaient fait consensus, et notamment le principal qui était pour protéger la mer et les océans, de faire baisser au maximum les pressions terrestres et marines qui s'exercent aujourd'hui dans l'océan. Bien sûr, la question de la gouvernance est apparue, l'obligation d'évaluation des impacts terrestres et marines aussi, et l'évaluation au cas par cas des activités. Mais tout ça, ça vient dans la baisse des pressions générales, puisque 80% des pressions qui s'exercent en mer viennent de la terre, et que celles qui s'exercent en mer et sont aussi, peuvent être extrêmement néfastes. Mais les pêcheurs ont beaucoup parlé de position dogmatique. Personne n'a parlé de mettre sous cloche quoi que ce soit. La question, c'est que, on l'a bien expliqué, les zones de protection forte, puisqu'on est dans un atelier de zones de protection forte, c'est que tant que les acteurs économiques n'auront pas prouvé et n'auront pas appliqué la séquence éviter, réduire, compenser, ce sera compliqué de créer des vraies aires marines protégées. Aujourd'hui, malheureusement, même dans les parcs naturels marins, qui sont des outils où les acteurs économiques et les élus ont la principale gouvernance, on n'arrive pas à obtenir forcément le bon état écologique. Donc voilà, il faut rester serein. Si on s'y met tous, on y arrivera, mais que chacun fasse sa part. Et de toute façon, ce sera toujours au profit de l'humain et de ce qu'on aura ensuite dans nos assiettes, comme le dit Armand Quintel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Martini-Cousti. Vous me voyez hocher de la tête. C'est pour dire simplement que on comprend bien votre expression. Évidemment, je n'exprime ni accord ni désaccord. Je tiens quand même à le préciser. Je vois pas d'autres mains levées, donc je vais repasser peut-être la parole à Karine Bess, déléguée régionale de la Commission nationale du débat public, pour la conclusion de ce webinaire. Voilà, peut-être un dernier message à faire passer, et puis nous parler des suites de ce débat public, Karine. Et un grand merci à tous, hein. Moi, je trouve que ces débats ont été passionnants c'est vrai que je ne vais pas m'aventurer dans une synthèse, puisque là, avec les intervenants, notamment merci à Monsieur Le Visage, hein, en tant que finalement, quand CMF a fait une synthèse déjà, une certaine synthèse, les dernières expressions là qui étaient intéressantes, je retiens nous ce qu'on a déjà repéré, hein. Sur la gouvernance, il semble que la problématique quand même aujourd'hui soit très importante là-dessus, sur cette question-là. Et effectivement, on verra peut-être, nous, dans le débat, si on n'ouvre pas de nouveaux espaces de réflexion spécifiques sur ces questions-là. Et puis, la question de faire baisser les pressions terrestres et marines, c'est vrai que c'est des choses qui font quand même consensus. Alors, sur comment on le fait et justement, euh, alors, personne, effectivement, je pense complètement ne parle de mettre sous cloche là dans les échanges qu'il y a eu, mais comment on peut être sûr d'une protection qui soit efficace, tout en permettant donc quand même les activités humaines de se perpétuer, tout en mesurant les impacts. Voilà, on a vraiment des choses qui ne sont pas si antagonistes que ça, me semble-t-il. Et puis, on a aussi une grande demande de plus de connaissances, pareil, pour diverses raisons. Mais je pense que ça fait consensus de connaître mieux, plus précisément, les espaces pour pouvoir faire du cas par cas et protéger finement d'un côté, ou pour pouvoir peut-être se donner des moyens de protection un peu plus globaux. Voilà, il y a les deux entrées qui se sont exprimées. Donc, merci à tous. C'était vraiment très intéressant et on verra comment on peut aller plus loin par la suite. Est-ce que Karine voulait nous parler des prochains rendez-vous? Tout à fait. Donc, bon, les rencontres publiques, donc les prochaines, donc on continue à arpenter les territoires, hein. Donc, on ira à Saint-Malo le 13 janvier, le 13 février à Saint-Brieuc et le 19 mars à Lorient. Et donc, bien sûr, autour de ces journées-là, de ces rencontres publiques, hein, tout un tas de choses sont organisées, comme voilà, les débats mobiles, etc. Je parle des visites aussi, hein. Donc, vraiment, rester connecté à notre site qui va mettre les événements au fur et à mesure.
et donc venez en nombre. Les prochains rendez-vous en ligne, donc voilà, ben, on continue aussi à égrener toutes les thématiques. Donc voilà, je ne précise pas plus parce que je vois qu'il est assez tard et je voudrais qu'on respecte au maximum, qu'on soit plus près de l'horaire de fin. Voilà, vraiment aller donner, alors déposer les avis sur la plateforme aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas pu ou souhaiter s'exprimer ce soir. Et il y en a eu quelques-uns qui sont plutôt restés dans l'écoute et c'est complètement d'accord pour nous, hein, mais c'est vrai que là, du coup, après avoir pris tous ces avis, toutes ces paroles échangées, peut-être que vous pouvez justement d'autant plus aller déposer un avis sur la plateforme, posez aussi vos questions à la maîtrise d'ouvrage, des questions dont vous n'auriez pas eu les réponses ce soir. Produisez aussi pour les associations et autres, mais même pour les collectifs informels, hein, je vous précise, vous pouvez produire des cahiers d'acteurs. Donc, c'est des cahiers en 4 pages, vous donnez votre avis un peu argumenté et précisé. Et puis, vous pouvez aller aussi voir dans notre atlas des cartes, hein, donc la carte pour la façade Namur qui va sortir donc en janvier, et on peut les commenter. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Et puis, notre appli aussi, faites l'expérience. Voilà, donc on vous dit à très, très vite sur le débat. Et Et dernier puis, rendez-vous dont Monsieur exactement, Augagneur parlait en introduction, donc le fameux La mer en 3D, il ne s'était pas trompé sur la date, c'était bien le 16 mars prochain. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, donc c'est 5 villes en simultané sur une journée, on espère 400 citoyennes et citoyens au rendez-vous. tout à fait. Eh bien Merci. voilà, l'occasion de vous remercier toutes et tous de votre participation, de remercier aussi Clémence et Isabelle du secrétariat général de ce débat public, sans qui toutes ces activités ne seraient pas possibles, et évidemment toute l'équipe d'animateurs, d'animatrices présentes ce soir à mes côtés. Et voilà, nous vous souhaitons une très belle soirée à toutes et tous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous donne, je l'espère, rendez-vous en janvier prochain pour la suite du débat public.